cette lutte-là que nous menons. C'est notre lutte à tous. Elle ne m'appartient pas à moi ni à ceux qui sont proches de moi aujourd'hui. Mais c'est une lutte du peuple mauritanien pour avancer. Il faut que notre peuple là, il faut que notre pays avance. Et en tout cas, c'est mon ambition. Et une ambition très modeste. Je ne pense pas du tout que j'en fais plus que les autres. Pas du tout. Je considère simplement qu'il est de mon devoir et j'ai choisi de lutter contre l'esclavage, de lutter contre toutes les formes de discrimination. Et je le dis très sincèrement, je ne suis pas prêt à choisir un Mauritanien arabe contre un Mauritanien noir ou vice-versa. Ni un noir contre un Mauritanien arabe. Et j'estime que tous c'est mes frères. Et quand je suis à l'étranger ou quand je suis quelque part, si je rencontre un Mauritanien qui soit Soniké, Wolof, Pula ou Hassan Afon ou Maur, je suis content de le voir parce que c'est mon compatriote. C'est mon compatriote. Ça, j'y crois. Et je pense que c'est ce qui justifie en fait cette ambition ou cette passion, je ne dis même pas ambition, mais cette passion que j'ai de parler de l'esclavage, de parler de la discrimination. Mais je ne fais pas la guerre aux gens et à personne. J'ai toujours dit que je ne crois pas, et je ne pense pas qu'on est esclavagiste ou qu'on est raciste. On le devient par son entourage, par son éducation, par ce qu'on voit. Mais je pense aussi que nous avons un problème. Nous sommes issus de sociétés profondément inégalitaires. Nous sommes issus de sociétés profondément égalitaires qui existent encore et dans lesquelles ces inégalités sont encore opérationnelles. Et par contre, nous avons fait l'école, nous avons chez nous une élite qui a une lourde responsabilité. Cette responsabilité, c'est celle de déconstruire ces formes de rapports humains qui ne sont plus acceptables. Il n'y a pas que l'esclavage, il y a les castes qui sont en fait une continuation de ces formes de différenciation qui sont le lit de l'inégalité et de l'oppression. Donc c'est ça, en tout cas, le sens de notre combat. Et je pense que ce combat est partagé et je sais que vous le partagez. Je vous connais pratiquement tous et nous avons déjà été confrontés dans des situations qui m'ont bien permis de savoir que nous partageons la même approche du problème pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale et pour le respect de l'autre. Le respect de l'autre, le respect de cette diversité que je dis partout que notre diversité c'est la richesse de la Mauritanie. Ce n'est pas l'appauvrissement. La Mauritanie composée aujourd'hui d'une seule nationalité ou d'une seule composante, ce serait vraiment une nation pauvre, qu'est-ce qu'elle aurait? Mais ce qu'elle a, c'est Soniké, c'est Wolof, c'est Pulaar, c'est Haratin et c'est Arabes, parce que je parle comme ça, je le crois, c'est mon choix, c'est ma possibilité, ma position. Je ne demande pas aux anciens esclaves des Maures d'être des Haratin, mais moi je suis Haratin. Et je milite pour ça. Mais je ne veux arracher personne à personne. Parce que ce n'est même pas possible. Les gens sont suffisamment mûrs. Aujourd'hui, je dis que le danger vient de l'extrémisme de nos dirigeants. Ce n'est pas nous qui sommes extrémistes. L'extrémisme, c'est la négation de la réalité. Et c'est ce qui provoque la haine, ce qui provoque par la frustration. Cette frustration qui provoque la haine et développe le sentiment d'exclusion et des prises de position violentes et il ne nous permet pas de régler les problèmes de manière pacifique. Nous, on veut qu'on avance par le débat, par la compréhension mutuelle. Et en tout cas, c'est ça notre objet. Et c'est ce qui a fait que nous avons accepté, que nous acceptons l'invitation de n'importe qui, dans la mesure où c'est clair pour nous que ceux qui nous invitent savent qui nous sommes et ce que nous voulons. Quand les Américains nous invitent à Chicago, nous savons que nous pouvons aller à Chicago parce que nous savons ce qu'on va dire.
Ce qu'on dira à Chicago, c'est nécessairement uniquement ce que nous avons tous dit ici. Ça veut dire que nous disons que nous avons un pays qui est un grand pays et qui a plusieurs nationalités et qui sont toutes très importantes dans notre sous-région. Et il y a des inégalités, mais ces inégalités ont existé partout et existent encore un peu partout. L'esclavage et ses séquelles ont existé et persistent aujourd'hui par leurs séquelles en Amérique, persistent un peu partout. Le développement des nationalismes et de l'identitaire existe aujourd'hui en Europe, n'est-ce pas? Parce qu'il est issu de l'injustice, il est provoqué par les inégalités, par l'injustice, par l'exclusion, ou les gens, ou tout simplement le sentiment d'exclusion qui se développe dans des communautés qui se sentent un peu isolées dans un milieu où elles semblent être marginalisées. En Europe, en Belgique, ça existe, vous le savez, ça existe en Espagne, partout, il y a des gens qui veulent avoir une identité propre et avoir bon, ceci est légitime. Est-ce que c'est le sentiment est-ce que c'est à développer? Est-ce que nous avons développé ici? Ça se développe chez nous? Ça se développe chez nous, bien sûr, parce que chez nous, il y a les injustices. Les gens qui luttent aujourd'hui, qui disent qu'ils ne sont pas de telle ou telle composante, peut-être parce qu'ils n'ont rien trouvé qui les concerne dans cette composante, et ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre fait. Nous n'avons pas créé le sentiment d'isolement des gens. C'est les gens qui sentent qu'ils sont isolés. Et donc nous sommes vraiment... c'est le vrai problème que nous posons. Nous posons le problème de l'esclavage. Nous disons que notre État a fait des pas, a fait des prises de résolution, a pris des dispositions institutionnelles progressistes. L'abolition de l'esclavage est un acte courageux, même s'il était très limité, il était courageux à son époque. Abolir l'esclavage au XXe siècle, c'est avoir le courage d'affronter le monde entier, pour dire oui, je reconnais que j'ai quelque chose, un retard sur vous autres, mais ce retard, je suis prêt à le combler et j'identifie mon problème. Et ça a été identifié en 1981 par cette ordonnance d'abolition. Nous considérons que quand on a pris la loi de 2007 pour criminaliser l'esclavage, c'était tardivement, après pratiquement plus de 20 ans qu'on a aboli l'esclavage. C'est près de 27 ans après l'abolition de l'esclavage, chez nous, qu'on a pris la première mesure de criminalisant et sanctionnant cette pratique. Mais et ceci n'est pas venu tout seul, c'est venu parce que il y avait la lutte, parce que nous avons lutté. Nous avons lutté, pas Boubacar Wahadou, Messoud, d'autres ont lutté, Kéhel et d'autres, Mohamed Emile Ahmed Yarahmou et beaucoup d'autres. Et même des avocats qui ont été tout simplement même renvoyés du pays parce qu'ils nous ont défendus en 1980. Donc c'était un progrès. Et nous considérons également que la dernière loi de 2015 aussi est un acte fort parce qu'il a complété la loi de 2007 qui avait des insuffisances. Mais nous disons aujourd'hui encore que même si on a par la suite créé des tribunaux spéciaux pour lutter contre l'esclavage, pour criminaliser l'esclavage et le sanctionner de manière claire, parce qu'il a déjà, en plus, il a été élevé au rang de crime contre l'humanité. Nous disons qu'il reste qu'il y a des problèmes d'application et qui font l'objet de notre lutte. Nous voulons que ces lois soient réellement appliquées. Nous sommes vraiment sur notre fin depuis des années sur l'application des lois. Nous estimons que les tribunaux qui sont créés n'ont jusqu'à présent pas été suffisamment équipés, ni en personnel, ni en parquet, ni en juge d'instruction, ni en brigade de recherche, que ce soit de gendarmerie ou de police, sur cette question de l'esclavage. Que l'esclavage est laissé comme quelque chose qui n'existe pas.
Et c'est la position de nos dirigeants, du gouvernement, que l'esclavage n'existe pas. Donc, seuls les gens identifiés par nous peuvent être cités comme esclaves, parce que nous les avons identifiés. Ils ne nous avons pas identifiés par notre recherche. Et, loin s'en faut. Nous n'en avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens, ni d'ailleurs l'intention d'aller faire des enquêtes sur tel fils ou telle personne, est-ce qu'il est esclave ou non. Mais nous avons, l'esclavage a perduré et a fait son chemin. La lutte contre l'esclavage a fait son chemin dans la tête des gens. Aujourd'hui, les descendants d'esclaves et les esclaves, tous rêvent de liberté, rêvent de plus de justice. Et nous travaillons pour assister ceux qui lèvent la tête. Comme je le dis tout le temps, par le nom de notre association SOS Esclaves, nous soutenons, nous allons à la recherche et au secours de ceux qui lèvent la tête et ceux qui ont levé la tête depuis des années et des générations et qu'on n'a jamais pris en compte. On n'a jamais pris en compte. On a toujours dit retournez, vous réconcilier avec les siens, parce que le terme sien là, entre guillemets, et c'est tout. Alors que nous avons dit non. Quand quelqu'un vient nous voir, depuis que moi je suis jeune fonctionnaire, quand les gens viennent me voir dans mon bureau, me demander de les aider, je les accompagne chez le ministre de la Justice, je les accompagne chez le procureur. Depuis 1996, depuis 1995, j'accompagne chaque fois qu'une personne vient me poser le problème de son état, de sa situation, qu'il a quitté son maître, mais il a laissé ses enfants là-bas, sa maman ou sa tante ou ses frères. Et on ne devrait pas honnêtement nous accuser de montage. Je trouve que c'est ridicule et c'est mesquin de nous accuser de montage. Parce que, je le dis souvent, si on faisait des montages, on aurait déjà été depuis longtemps arrêté. Et de toute façon, aucun intérêt. Nous n'avons pas d'intérêt à faire des montages. Nous n'avons aucun intérêt à multiplier les cas d'esclavage. Nous voulons que les Mauritaniens soient des frères. Des vrais frères, pas des faux frères, parce que, oui, on a beaucoup dans notre langage et dans notre comportement qui dit que nous sommes des frères, mais en fin de compte, ce n'est pas toujours vrai. Toujours est-il qu'en tout cas, moi, je voudrais vous remercier et dire que nous avons été très déçus par la position de notre gouvernement vis-à-vis des Américains qui devaient venir ici. Ces Américains, comme je le disais au début, sont venus pour nous rendre la monnaie de notre visite l'année dernière, il y a un an pratiquement, à Chicago. Et nous devions échanger sur nos expériences de lutte, en tout cas pour les droits civiques, pour l'égalité, pour la cohésion. Et nous avons des problèmes de cohésion sociale, nous avons des problèmes de cohésion nationale, et nous n'attendons pas de recevoir des leçons de qui que ce soit. On n'attend pas des Américains de nous former. On n'attend pas des Américains de nous former. Nous luttons, tous, vous comme nous luttons pour un meilleur devenir. Et les Américains aussi luttent, ceux-là ont lutté. C'est des gens qui ont accompagné Martin Luther King dans sa lutte pacifique, qui ont accompagné Malcolm X dans sa lutte. Et nous, aujourd'hui, nous luttons de manière pacifique. Et nous ne développons pas l'extrémisme, nous ne développons pas l'extrémisme. La seule, voilà en tout cas notre message. Nous disons qu'on aurait mieux gagné à nous écouter et à nous permettre de rencontrer ces gens-là ici, chez nous, pour discuter. Mais c'est fait. Nous avons pris acte, mais nous pensons que c'était pas à faire. C'était pas à faire. Je considère qu'il y a aussi de la discrimination raciale. Je le considère, c'est une évidence.
je considère que même les institutions aujourd'hui sont relativement vidées, pratiquement toutes de leur... Mais je n'en fais pas un discours parce que je ne cherche pas à aiguiser les contradictions. Je ne cherche pas à aiguiser les contradictions entre les communautés. Je cherche plutôt à encourager la cohésion, c'est-à-dire le contact et l'appréciation. Quand je parle par exemple de mon frère ami Yahir, parce que je sais que c'est un monsieur qui a toujours été un bon musulman, ce que j'entends par bon musulman, et un nationaliste mauritanien correct. C'est-à-dire que nous sommes une génération qui a fait l'école, nous qui sommes rentrés à l'école dans les années 50, qui avons fait l'internat ensemble, qui avons dormi ensemble, qui avons tout fait ensemble. Et nous sommes aujourd'hui encore là. Ceux d'entre nous qui sont encore vivants veulent l'unité nationale. Et je pense, mais il y a aussi des gens qui ont développé une certaine démarche personnelle, ou en tout cas, ce n'est pas national, de vouloir faire de la Mauritanie un pays arabe. Mais la Mauritanie est un pays arabe, mais il n'est pas seulement arabe. Nous sommes d'accord que la Mauritanie est un pays arabe, mais la Mauritanie n'est pas seulement un pays arabe. La Mauritanie est un pays africain. Et beaucoup de pays africains, arabes sont des pays africains, et ils le reconnaissent. Et nous devons en être fiers d'être dans un continent où les personnes qui sont là-dedans sont effectivement des personnes issues de ce continent, sont les produits de ce continent. Nous sommes les produits de cette terre. Tous, nous sommes les produits de cette terre. Et ça, c'est une conviction. Mais pourquoi on veut nous chasser? On veut chasser des gens. L'enrôlement, pour moi, actuellement, constitue une manière d'exclure. C'est une démarche d'exclusion que j'ai ressentie dans l'enrôlement, dans la démarche de l'enrôlement. Parce que peu de Mauritaniens avaient l'habitude d'aller à l'état civil, jusqu'à maintenant. Tous les ruraux, tous les ruraux, les paysans, tout ça, qui ne sont pas dans les villes, n'ont presque jamais déclaré leurs enfants. Et n'ont jamais déclaré leur mariage. C'est aujourd'hui qu'on essaie de vouloir, à partir de ces éléments-là, on peut faire des papiers à n'importe qui quand on veut. Mais ceux qui ne peuvent pas accéder à ceux qui vont leur faire des papiers, on les oblige à donner des preuves. Il faut qu'ils amènent des papiers alors qu'ils ne les ont pas. Et ils ne les ont pas et ils sont exclus. On est en train de faire des apatrides chez nous. Ceux qui ne peuvent pas être enrôlés deviennent des apatrides. Ils ne sont ni sénégalais, ni maliens, ni mauritaniens. Et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer dans notre lutte. Nous ne l'ignorons pas. Nous ne l'ignorons pas. Nous estimons que quand le moment vient, nous en parlons. Quand c'est nécessaire, nous en parlons. Mais nous en parlons aussi en tant que Mauritaniens. Il n'appartient pas à... Personne n'a le monopole de l'appartenance à la Mauritanie parmi nous. Ce n'est pas le monsieur tel, un tel, je ne suis personne, qui peut parler de la Mauritanie. Nous aussi, on parle de la Mauritanie. Mais nous estimons que nous en parlons de manière honnête et nous n'accusons personne. Nous n'accusons personne. Nous estimons que quand il y a des faits, il faut aller jusqu'au bout. Quand quelqu'un a commis un crime, on doit le poursuivre. Et nous demandons que tous les cas aujourd'hui, de cas d'esclavage que nous avons dénoncés, qui ont été dénoncés par les victimes et qui sont constitués de dossiers déposés dans les tribunaux, doivent être programmés pour être honnêtes. Il faut programmer ces cas et les mettre en justice. Et ne pas aussi nous faire des jugements comme ceux qu'on a connus il y a un an à Nema, où tout le monde applaudit sur ce jugement-là qui condamne un criminel appartenant à une famille de criminels. Parce que c'était les gens jugés les personnes jugées à Nema appartenaient à deux familles qui s'étaient partagées plusieurs esclaves. Mais on a condamné que deux personnes relativement de ces deux familles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça c'est de la connivence, ça c'est de l'indulgence inacceptable
vous ne devez pas être indulgent, il n'y a aucun facteur d'indulgence. Il n'y a aucun facteur qui devrait les dominer. Au contraire, c'est parce qu'on veut montrer aux féodalités qu'on ne leur veut pas de mal, mais on est obligé de faire quelque chose pour contenter l'opinion publique nationale et internationale. Mais condamné à 5 ans avec 2 ans ferme, alors que la peine minimale c'est 10 ans, pour un crime contre l'humanité, c'est quand même ne pas accepter que l'esclavage existe dans les faits. Et c'est en fait une manière de répondre à l'appel et aux affirmations du président de la République qui dit que l'esclavage n'existe pas toujours. Donc il n'existe pas. Pourquoi donc s'il n'existe pas? Qu'est-ce qui oblige à faire des lois qui le criminalisent? Qu'est-ce qui oblige à faire dans ces lois toutes les catégories de crimes et de délits relatifs à l'esclavage? Parce qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Mais on nous parle toujours de séquelles, les séquelles. Nous parlons moins de séquelles, mais nous estimons que les séquelles existent. Mais il existe plus que les séquelles, plus grave que les séquelles, les conséquences de l'esclavage. Ce ne sont pas des séquelles. Les séquelles, c'est même trop faible par rapport aux conséquences de l'esclavage. Les conséquences de l'esclavage, c'est le larbinisme, c'est l'envie, c'est le mensonge, c'est la tricherie, parce que les esclaves ont vécu toute leur vie dans la contrainte, dans le besoin, dans le camouflage, parce qu'ils sont obligés de camoufler tout, parce que sinon on leur arrache ou bien on leur interdit. Et ce n'est pas le propre de la Mauritanie. L'esclavage aussi n'est pas un phénomène arabe. Et nous le disons, et ce n'est pas parce que nous sommes influencés par le discours des Arabes et par leur attaque, qui disent que on ne parle pas de l'esclavage des négro-africains. Non, nous ne parlons pas de l'esclavage des négro-africains pour la seule raison que personne parmi ces négro-africains n'est venu se plaindre à nous qu'il est victime d'esclavage. Et dans un État où l'esclavage n'est pas reconnu par l'État comme un phénomène réel, comment nous pouvons nous dire, on peut nous dire vous ne parlez pas d'esclavage chez les négro-africains?